Sabah khair, salam alaikum. Donc, on va commencer la correction de l'exercice sur le mouvement parabolique d'un ballon de basketball. Donc, je vous ai déjà envoyé le sujet. Donc, il est devant moi. On néglige l'action de l'air. On prend G est égal à 10 mètres seconde moins 2. Lors d'un match de basket, pour marquer un panier, il faut que le ballon passe dans un cercle métallique situé dans un plan horizontal à 3 mètres du sol horizontal. Entre parenthèses, ZC est égal à 3 mètres. Pour simplifier, on remplace le ballon par un point matériel devant passer exactement au centre C du cercle métallique XOZ et un plan vertical contenant le point C. D'un point A de OZ situé à H0 est égal à 2 mètres du sol, un basketteur sans adversaire lance le ballon avec une vitesse V0 contenue dans le plan XOZ. Sa direction fait un angle alpha 45 degrés avec un plan horizontal. Première question, montrer que la trajectoire du ballon est plane. Deuxième question, établir l'équation de cette trajectoire dans le système d'axes indiqué en fonction de V0, alpha, H0 et G. 1.3. Quelle doit être la valeur de V0 pour que le panier soit réussi, sachant que XC est égal à 7,1 mètres. 1.4. Quelle est la durée de la trajectoire effectuée par le ballon du point A au point C? Deuxièmement, voulons arrêter le ballon. Un adversaire situé à D est égal à 0,9 mètres du tireur. Saute verticalement en levant les bras. La hauteur atteinte par ses mains est de H est égal à 2,7 mètres au-dessus du sol. Alpha et V0 ayant les mêmes valeurs que précédemment, le panier sera-t-il manqué? Alors on va commencer par la première question. D'un point A de OZ situé à H0 est égal à 2 mètres du sol, un basketteur sans adversaire lance le ballon avec une vitesse V0 contenue dans le plan XOZ. Sa direction fait un angle alpha est égal à 45 degrés avec un plan horizontal. 1.1. Montrer que la trajectoire du ballon est plane. Donc, nous avons l'axe vertical OZ. L'axe vertical OZ. Nous avons ici un axe X. Donc, nous avons le panier. Le point C. Alors, cette distance, ça représente Z, C. Alors, d'un point A, donc ici, nous avons V0 qui fait un angle alpha A, O. Alors, cette distance, elle est notée
H. Donc la trajectoire du ballon. Donc nous avons, voilà le ballon, on va le représenter par un point matériel. Les forces qui s'exercent sur le ballon. Il y a seulement le poids, P. Je représente ici le vecteur G. Le vecteur G, champ de pesanteur. Alors, le H, il a été noté H0. Alors, donc, la distance, celle-là, ça représente XC. Donc, la première question, 1. Donc, nous avons la balle est en mouvement sous l'action d'une seule force. Donc, la balle est en mouvement, sous l'action du poids. P. Alors, donc deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. Donc avant de commencer la deuxième loi de Newton, on va essayer de donner les conditions initiales. Toujours, premièrement, les conditions initiales. Les conditions initiales. Alors, la balle, il part de A à un instant T égale à 0. Donc, nous avons X0, c'est XA. Nous avons Z0, c'est ZA. Z0, c'est ZA. Et Y0, alors, c'est YA. Z0, c'est ZA. Alors, donc nous avons XA, c'est 0. L'axe Y, il est sortant, donc c'est 0. Et Z0A, c'est H0. Alors maintenant, je fais les projections. Projection du vecteur V0. Donc la projection, donc ça représente V0x, V0x. Et celle-là, ça représente V0, V0z. Donc, je cherche V0x est égal, V0y est égal, V0z est égal. Alors, V0x, ça c'est un triangle rectangle. D'accord? Donc, le cos de l'angle alpha est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. C'est-à-dire, c'est V0x divisé par, ça c'est V0. Voilà, ça c'est V0 divisé par V0. Le sinus alpha, il est égal. Donc ici, je peux translater V0z, je peux le remplacer aussi ici. Ça c'est V0z, V0z. Donc c'est le côté opposé. Donc V0z divisé par V0. Donc d'après celle-là, qu'est-ce que je déduis? V0x est égal à V0 cos alpha. V0 cos alpha. Et V0z est égal à V0 sinus alpha. Donc, maintenant, il n'y a pas de V0y. Donc, V0y égale à 0. Donc, voilà, premièrement, les conditions initiales. Nous avons x0, c'est xa, xa, c'est 0. Z0, c'est ZA, ZA, c'est la distance de O vers A. C'est H0. Et Y0 est égal à 0. Alors, maintenant, on passe
la deuxième loi de Newton. Alors, deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton. Donc, nous avons P est égal M A G. Je remplace P. P c'est M fois G. Est égal M A G. Je simplifie le M. Je déduis A G est égal petit g. Donc, dans tous les exercices du projectile, c'est-à-dire le mouvement parabolique, on va démontrer que AG est égal au vecteur G. Le vecteur G, c'est comme le vecteur P. Il est vertical, dirigé vers le haut. Donc, qu'est-ce que je constate? G est perpendiculaire à X. G est parallèle à OZ et de sens opposé. Donc, et G, il est perpendiculaire à l'axe OY. Voilà l'axe OY. Donc ici, on va faire les projections. Les projections, sur les trois axes. Les projections de points. A, G, X. A, G, X est égal Gx. Et puisque G est perpendiculaire à l'axe OX, donc il est égal à 0. A, G, Y est égal Gy, puisque aussi G est perpendiculaire à l'axe OY, donc c'est 0. Et A, G, Z. A, G, Z, G est parallèle à OZ de sens opposé, c'est moins G. Alors donc, on a trouvé AX, AY et AZ. Alors maintenant, la suite. Donc ici, je vais mettre les conditions. Bon, les conditions initiales, je vais les mettre ici à droite. Donc, condition initiale, x0 est égal à 0, y0 est égal à 0, z0 est égal à h0. Alors, v0x est égal à v0 cos alpha, v0y est égal à 0, v0z est égal v0 sinus alpha. Voilà, j'ai mis les conditions initiales pour avoir de la place. Donc, je vais effacer cette partie. Alors, donc ici, nous avons donc AGX. Donc AGX égale à 0. On sait que AGX est égal dVx sur dt est égal à 0. Donc automatiquement, qu'est-ce qu'on peut déduire? On déduit que Vx est égal constante. Donc est égal à V0x. Donc Vx est égal V0x. C'est quoi? C'est V0 cos alpha. V0 cos alpha. Voilà Vx. Alors maintenant, A, Gy est égal dVy sur dt est égal à 0. Donc, automatiquement, Vy est égal constante, est égal V0y. V0y est égal à 0. Donc, il est égal à 0. Alors, donc, Vy égale à 0. Vy égale 0. Alors, maintenant, A, G, Z. Il est égal à d, v, z sur dt. Donc, il est égal à moins g. Intégration. Donc, vz est égal à moins g multiplié par t plus v0z. Je remplace v0z, c'est v0 sin alpha. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Vz est égal à moins g fois t plus
V0 sinus alpha. Voilà Vz. Alors donc ici, on va prendre celle-là, Vy. Nous avons Vy. Alors, donc, on va prendre Vy. Vy est égal à 0, qui est égal d de y sur dt. Donc, qu'est-ce que je peux déduire ici? Que y est égal constante, est égal à y0. y0 égale à quoi? y0 égale à 0. Donc, on a démontré que y est égal à 0, ce qui implique donc le mouvement est plan. Le mouvement est plan. Donc, il s'effectue dans le plan, puisqu'il est égal à 0, il s'effectue dans le plan OX, OZ. Dans le plan OX, OZ. Alors donc ici, c'est pourquoi ici nous avons seulement deux paramètres, c'est-à-dire X et Z. Donc là, démontrer que le mouvement plan, c'est démontrer que l'une, c'est-à-dire démontrer que X, O, Y ou Z est constante. Et si elle est égale à 0, alors il se trouve dans le plan, si Y égale à 0, il se trouve dans le plan OX, O, OZ. Alors donc, 1, 2, établir l'équation de cette trajectoire. 1, 2, établir l'équation de la trajectoire. Donc, 1, 2. Donc, on va chercher, on cherche x de t et z de t. Puis, on va chercher l'équation de la trajectoire. Donc, on a déjà démontré que Vx est égal à V0 cos alpha et Vz est égal à moins G fois T plus V0 sin alpha. Alors, ce sont les équations des vitesses. Donc, maintenant, on va travailler avec Vx. Nous avons Vx est égal d de x sur dt. Donc, il est égal à V0 cos alpha. Intégration. Alors, donc, qu'est-ce que ça donne? X est égal V0 cos alpha. Je multiplie par t et j'ajoute x0. Nous avons x0 égale à 0. Donc, on obtient la première équation horaire. X est égal à V0 cos alpha fois T. Voilà la première équation horaire. Alors, maintenant, on va travailler avec Vz. Vz est égal à d de z sur dt. Il est égal à moins g fois t plus V0 sinus alpha. Sinus alpha. Intégration. Donc, intégration.
Donc on obtient Z est égal à moins 1 demi gt carré. Donc l'intégrale de moins gt, c'est t carré divisé par 2. L'intégrale de v0 sinus alpha, on va multiplier ici par t. Donc plus v0 sin alpha fois t plus z0. Z0 est égal à H0. Donc je remplace Z est égal à moins 1 demi gt carré plus V0 sin alpha fois t plus H0. Voilà la deuxième équation horaire. Alors maintenant, on va prendre les deux équations horaires. Donc nous avons x est égal à V0 cos alpha fois t. Et nous avons z est égal à moins 1 demi gt carré plus V0 sinus alpha fois t plus h0. Donc ce sont les équations horaires. Les équations horaires. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va éliminer le temps. Donc on va essayer de trouver le temps à partir de la plus simple des deux et on va l'introduire dans la deuxième. La plus simple c'est x. Donc je cherche t d'après x. Donc d'après celle-là, x est égal à v0 cos alpha fois t. Ça donne t est égal à x divisé par v0 cos alpha. Voilà. Maintenant, j'intègre, c'est-à-dire je remplace le t ici. Donc ça donne z est égal à moins 1 demi g fois tout ça au carré. C'est-à-dire x carré, v0 carré, cos carré, alpha. X carré sur v0 carré, cos carré, alpha. Alors, plus v0 sin alpha fois x divisé par v0 cos alpha plus h0. Alors ici, on simplifie le v0 avec v0 et nous avons le sinus divisé par le cosinus, ça donne tangente. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens z est égal. Alors, est égal moins g sur 2 fois v0 carré cos carré alpha, le tout fois x carré, plus tangente alpha, alors plus tangente alpha fois x plus h0. Alors celle-là, ça représente l'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire. Donc, l'équation de la trajectoire, c'est une équation deuxième degré. Donc, la trajectoire est une trajectoire parabolique. Donc, c'est une trajectoire parabolique. Donc, celle-là, c'est équation d'une trajectoire parabolique. L'équation d'une trajectoire parabolique.
Alors, 1, 3. Donc ici, on a trouvé l'équation de la trajectoire. Donc 1, 3. Donc l'équation de la trajectoire, c'est Z est égal moins G divisé par 2 V0 carré cos carré alpha fois X carré plus tangente alpha fois X plus H plus H0. Alors donc, la question, quelle doit être la valeur de V0 pour que le panier soit réussi, sachant que XC, ils nous ont donné ici XC est égal à 7,1 mètres. XC est égal à 7,1 mètres. Alors, ils nous ont donné déjà H0, c'est 2 mètres. Voilà, 2 mètres. Alors donc, et ZC, le ZC, il est égal à 3 mètres. Alors, ce sont des données. Donc, on va essayer d'appliquer l'équation de la trajectoire pour le point C. Donc, Z, C est égal à moins G fois XC au carré divisé par 2 V0 carré cos carré alpha plus tangente alpha X C plus H0. Donc on va déplacer celle-là à gauche et ZC à droite. Donc ça donne G XC au carré sur 2 V0 carré cos carré alpha est égal à tangente alpha fois x c plus h0 moins zc. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va permuter. Donc ça donne 2 V0 carré cos carré alpha sur gxc au carré est égal à 1 divisé par tangente alpha x c plus h0 moins zc. Alors on va déduire le V0 carré, donc V0 carré est égal, voilà, on va déplacer celle-là vers le haut, c'est G fois XC au carré, et on va déplacer celle-là, c'est-à-dire cos carré et 2 vers le bas, donc 2 cos carré alpha, facteur 2 tangente alpha, fois XC plus H0 moins ZC. Voilà. Donc, on a déplacé le 2 ici et le cos carré alpha. On a déplacé celle-là. Alors, donc, V0 est égal à la racine. Donc, V0, c'est la racine. V0 est égal à la racine de tout ça. Voilà. Alors en haut, nous avons G, X, C au carré. En bas, 2 cos carré alpha fois tangente alpha X, C plus H0 moins Z, C. Alors on va le garder comme ça et on va passer à l'application numérique. Voilà, on va passer à l'application numérique. Donc, nous avons alpha est égal à 45 degrés. Donc, tangente alpha est égal à 1. Cos alpha est égal à racine de 2 sur 2. Donc, 2 cos
carré alpha, il est égal à 1. Cos carré alpha, c'est 1,5 multiplié par 2. Donc celle-là, c'est 1. Et celle-là aussi, c'est 1. Donc, V0 est égal. La racine, voilà. Alors ici, nous avons la valeur de G, c'est 10. Alors, 10 multiplié par X, c'est 7,1 au carré. Alors en bas, ça c'est 1, XC, c'est 7,1. Alors plus H0, c'est 2, plus 2. Alors moins ZC, c'est 3, moins 3. Donc, vous faites le calcul, V0 égale. Donc, on va trouver 9 mètres par seconde. V0 est égal à 9 mètres par seconde. Alors donc, on passe à la question 1,4. 1,4. Quelle est la durée de la trajectoire effectuée par le ballon du point A au point C? Du point A au point C. Alors, 1,4. Donc, nous avons les équations horaires. Les équations horaires. Horaires du mouvement qu'on a déjà démontré. Nous avons x est égal à V0 cos alpha fois t. Et nous avons z est égal moins g sur moins 1,5 moins 1,5 gt carré plus V0 sin alpha fois t plus H0. Donc on va travailler par la plus simple, celle-là. Donc nous avons xc est égal à V0 cos alpha fois tc. Alors je cherche tc est égal à xc divisé par V0 cos alpha. Il est égal à xc 7,1, 7,1, V0 c'est 9, V0 c'est 9, donc 9, le cos de alpha, racine de 2 sur 2. Alors ça donne 1, à peu près 1,12. TC est égal à 1,12 secondes. 1,12 secondes.
Donc on passe à la deuxième question. On passe à la deuxième question. Voulons arrêter le ballon. Un adversaire situé à une distance D est égal 0,9 m du tireur. Saute verticalement en levant les bras. La hauteur atteinte par les mains et de H est égale 2,7 m au-dessus du sol. Alpha et V0 ayant les mêmes valeurs que précédemment, le panier sera-t-il manqué? Bon, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie? Le panier sera-t-il manqué? C'est-à-dire, est-ce que cet adversaire va toucher le ballon lorsqu'il passe devant lui, puisqu'il saute à une hauteur qui est égale à la hauteur 2,7 mètres. Donc, je vais essayer de simplifier ici. Voilà. Donc, nous avons un adversaire. Donc, l'adversaire, il se trouve ici, en ce point-là. B. D'accord? Donc, la distance, cette distance d'ici jusque-là, voilà, c'est D. Il est égal à, d'après l'exercice, D est égal à 0. 0, voilà l'adversaire. Il se trouve là. Donc, en position B, c'est 0,9 mètres. Alors, la hauteur de sa main, c'est-à-dire, voilà, la main de celui-là, ça c'est H. Ici se trouve la main de la personne. Donc la hauteur c'est 2,7 mètres. Donc est-ce qu'il va intercepter la balle? C'est-à-dire, est-ce que la balle va dépasser les mains ou bien la balle, il va être touché par les mains? Donc c'est pourquoi, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer l'ordonnée de la balle lorsqu'il passe par le point d'abscisse D. C'est-à-dire, lorsque X est égal à D, on va chercher Z de ce point. D'accord? Donc, on va travailler avec l'équation de la trajectoire. Donc, la deuxième question, nous avons l'équation de la trajectoire. Z est égal à moins G divisé par 2 V0 carré cos carré alpha x carré plus tangente alpha x plus h0. Alors, on va chercher l'ordonnée du point B. Z B est égal à moins G divisé par 2 V0 carré cos carré alpha xb au carré plus tangente alpha xb plus h0. Alors xb est égal à D. Donc, j'aurai Z du point B, il est égal à moins G divisé par 2 V0 carré cos carré alpha fois D carré plus D tangente alpha. D tangente alpha plus H0. Alors, nous avons tangente alpha, il est égal à 1. Nous avons 2 cos carré alpha aussi est égal à 1. Alors, qu'est-ce qu'il reste? ZB est égal à moins G
fois d carré divisé par V0 carré plus D plus H0. Je remplace. Est égal. Moins 10 fois 0,9 au carré divisé par 9 au carré. 9 au carré, c'est 81. Alors, plus petit d, c'est 0,9. Alors, plus H0 2 mètres. 2 mètres. Donc, alors, je calcule celle-là, c'est 0,9 au carré, multiplié par 10, divisé par 81. Alors donc, ça donne, celle-là c'est 0,1. Donc, ZB est égal à moins 0,1 plus 0,9 plus 2. Donc, nous avons plus 0,9 plus 2. Donc, nous avons 2 plus 0,9 moins 0,1. Donc, ça donne 2,8 mètres. 2,8 mètres. Donc, 2,8 mètres. Qu'est-ce que je constate? Que 2,8 mètres, il est là. Donc, voilà le point de passage du ballon. Donc, le ballon, il va passer puisque ZB est supérieur à H. Donc, la balle, il va passer sans que l'adversaire ne touche cette balle. Donc, voilà. Donc, nous avons Z. Donc, ici, je vais la mettre là. ZB est supérieur à H. Donc, c'est-à-dire l'adversaire ne touche pas le ballon. Ne touche pas la balle. La balle. Donc, il y a panier. Donc, le panier sera marqué. Le panier sera marqué. Alors, donc, ça, c'est la fin du premier exercice. Donc, j'efface. Donc, le deuxième exercice. Le deuxième exercice.
Donc le deuxième exercice, le tableau ci-contre comporte les données relatives à deux types de satellites artificiels de la Terre en mouvement circulaire uniforme dans le référentiel géocentrique. Alors, nous avons le premier satellite, c'est Météosat. Le deuxième satellite, c'est Spot. Date de lancement 1977, 1981, 1986, 1990. L'altitude par rapport à la surface de la Terre, c'est-à-dire le H. Pour Météosat, c'est 35 800. Pour Spot, c'est 932. La période de révolution en minutes. Météosat inconnu. Pour le Spot, 102 minutes. Zone d'observation au sol, presque la moitié de la surface terrestre. Un carré de 60 km de côté. Le satellite Spot est appelé satellite à défilement. Il évolue dans un plan contenant l'axe des pôles. Sa trajectoire est fixe, alors que la Terre tourne autour de l'axe des pôles. Une caméra embarquée et pointée vers la Terre balaye la surface de celle-ci. Alors, premièrement, en appliquant la deuxième loi de Newton sur un satellite de masse petit m, montrer que son mouvement est circulaire uniforme. Montrer que son mouvement est circulaire uniforme. Donc ici, nous avons la Terre. Voilà. Donc ici, c'est la Terre. Et là, nous avons un satellite. Voilà sa trajectoire. Donc ici, le satellite. On va l'assimiler à un point matériel, Sat. Donc, ça le centre de la Terre. Donc cette distance, je vais l'appeler petit r. Voilà. Ça c'est petit r. Donc là c'est Terre. Alors, cette distance, alors, il est noté h. Et cette distance, c'est le rayon de la Terre. Donc la première question, 1. Alors la deuxième loi de Newton sur le satellite. Donc le satellite de masse m, de masse petit m, et ton mouvement en mouvement sous l'action alors de la force de gravitation universelle, de gravitation universelle
terrestre. Terrestre. Donc on va la noter F, T sur S. Alors, cette force, c'est une force attractive. Je vais la représenter. Il est dirigé la force exercée par la Terre sur le satellite. Alors maintenant, l'expression de cette force. F, Terre, Sat, est égale grand G, la constante de gravitation universelle, fois la masse de la Terre, fois la masse du satellite, divisé par petit r carré, alors fois le vecteur U, S, T. Diriger le vecteur UST, ça c'est le vecteur UST. Le vecteur UST, il est égal à petit m, c'est petit m. Donc je peux l'écrire aussi, il est égal G m terre petit m sur r carré fois le vecteur petit m de Freinet. Vecteur normal FTS. Voilà l'expression de la force de gravitation universelle. Alors maintenant, deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. Nous avons la force F T sur S est égale la masse du satellite fois AG. Donc pour simplifier, fois est égal à petit m fois A. On va remplacer celle-là par, donc ça donne grand G m terre fois petit m divisé par r carré fois petit m est égal m A. Je simplifie m, ça donne A est égal à grand G m terre sur r carré fois petit m. Donc ici, on a démontré que A est radial centripète, dirigé vers le centre. Donc, on sait que A est égal à tangentiel fois U plus A normal fois petit m. Voilà. Par identification, alors on va identifier les deux. Donc ici, il possède n, il ne possède pas le U. Donc qu'est-ce que j'ai déduit? Celle-là, elle est égale à celle-là. Donc, on déduit que A tangentiel est égal à 0 et A normal, il est égal à grand G, grand M terre, divisé par R carré. Alors maintenant, nous avons A tangentiel. C'est dV sur dt est égal à 0. Donc, V est égal constante. Et le mouvement est uniforme. Le mouvement est uniforme. Alors maintenant, nous avons anormal. On sait que anormal est égal V carré sur R. Donc, puisque, voilà, on a démontré ces deux-là, donc anormal, je vais le remplacer par G grand M terre divisé par R carré
est égal V carré sur R. On va déplacer le R carré vers le haut et V carré vers le bas. Donc ça donne G M terre divisé par V carré est égal à R carré divisé par R. R carré divisé par R, c'est petit r. Donc petit r est égal à G M terre divisé par V carré. La masse de la Terre est constante. Ça, c'est une constante, gravitation universelle. On a déjà démontré que V est constante, donc est égal à une constante. Donc, le mouvement du satellite, du SAT, est circulaire. Circulaire de rayon. Alors, petit r est égal G grand M sur V carré. Alors, conclusion, le mouvement est un mouvement circulaire uniforme. Conclusion, le mouvement du SAT est circulaire uniforme. Circulaire uniforme. Donc, si vous voyez ici, c'est une démonstration qui se répète. Donc, il y a une répétition des exercices sur les satellites et sur les mouvements des planètes autour de la Terre, des planètes autour du Soleil et mouvements des satellites autour de la Terre. Donc, on exécute la même démonstration. Alors, bien sûr, ici, on néglige les autres forces exercées par les autres astres sur le satellite. C'est-à-dire on considère que le satellite est soumis à l'action d'une seule force. Alors, deuxièmement, trouver l'expression de la vitesse en fonction de RT, grand G, petit h et MT. Donc, d'après celle-là, deuxième question, nous avons R est égal à G M terre sur V carré. Donc V carré est égal à G M terre sur R. Donc V est égal à la racine de G M terre sur petit r. Et d'après le schéma, petit r est égal à H plus R terre. Petit r est égal à grand R terre plus petit h. Voilà, je la remplace. Donc V est égal à grand G M terre divisé par grand R plus petit h, la racine. Voilà ce qui a été demandé.
Est-ce que vous avez des questions à propos de cette partie? Si vous avez des questions à propos de celle-là, je suis à votre disposition. Donc, j'efface. Alors maintenant, ils ont demandé, troisièmement, démontrer la troisième loi de Kepler. Démontrer la troisième loi de Kepler. Démontrer la troisième loi de Kepler. Donc, je vais travailler avec celle-là. Donc, nous avons V carré est égal grand G M terre divisé par petit r. Donc, nous avons le mouvement circulaire uniforme est un mouvement, le mouvement circulaire uniforme le mouvement circulaire uniforme est un mouvement périodique. De période T est égal 2 pi sur oméga. Donc, oméga est égal 2 pi sur T. La vitesse angulaire. On sait que la vitesse linéaire est égale à R fois oméga. Donc, je remplace oméga par celle-là. J'obtiens V est égal R fois 2 pi sur T. Alors, donc, j'enlève au carré. V carré est égal 4 pi carré R carré sur T carré. Donc, je remplace V carré par celle-là. Je remplace V carré, voilà, ici. Donc, j'obtiens G grand M terre divisé par petit r est égal 4 pi carré R carré sur T carré. Alors, donc ici, je fais la permutation. Je déplace T carré vers le haut et G M terre vers le bas. Premièrement, donc T carré divisé par petit r est égal 4 pi carré fois R carré divisé par G M terre. Alors maintenant, je déplace R carré vers le bas. Qu'est-ce que ça donne? T carré sur R au cube est égal 4 pi carré sur grand G M terre. Celle-là, c'est une constante. Donc, il s'appelle la troisième loi de Kepler. La troisième loi de Kepler. La troisième loi de Kepler. Oui, on a oublié une question, on a oublié une partie de la question 2. C'est calculer, deuxième question, c'est calculer la vitesse
de chaque satellite. D'accord? Donc, une fois, donc on a démontré, donc remarque, donc la suite de la question, alors question 2. Donc on va calculer les vitesses. Nous avons V, il est égal à G grand M terre divisé par R terre plus H la racine. D'accord? Donc, pour calculer ces vitesses pour chaque satellite. Donc, pour alors météosat, pour météosat, V est égal, je vais l'appeler V1, est égal à la racine 2. Alors, l'exercice, ils nous ont donné les valeurs. Bon, les valeurs, ils sont là. Alors, RTR 6380, grand G 6,67 10 à la puissance moins 11. Alors, donc, et la masse de la Terre 5,98 10 à la puissance 24. Donc, je remplace G, c'est 6,67 10 moins 11, 6,67 10 à la puissance moins 11. Alors, la masse de la Terre 5,98 10 à la puissance 24, voilà. Alors, divisé par R terre, c'est 6380, 10 à la puissance 3. Il faut la convertir en mètres. Plus, alors, le H plus météosat, c'est 35 800. Donc, 35 800, voilà. 10 à la puissance 3. Donc, vous faites le calcul. Donc, est égal à 3075 mètres par seconde. V1 est égal à 3075 mètres par seconde. Donc, ça, c'est pour météosat. Alors, donc, pour spot, donc la même chose, nous avons V2 est égal à la racine. Donc, en haut, c'est 6,67 10 à la puissance moins 11. Alors, multiplié par 5,98 10 à la puissance 24. Divisé par R terre 6380 plus donc 932, l'altitude 932, tout ça en kilomètres, donc facteur de 10 à la puissance 3. Voilà.
Donc V2, il est égal à 7385,76 mètres par seconde. Donc Spot est plus rapide que Météosat. Ça y est. Alors maintenant, donc je vais redémontrer la troisième loi de Kepler. Je vais redémontrer la troisième loi de Kepler. Donc là, refaire la troisième loi de Kepler. Donc, nous avons le mouvement circulaire uniforme. Donc, le mouvement circulaire uniforme. Le mouvement circulaire uniforme est périodique. Sa période est liée à la vitesse angulaire, à la vitesse. Donc périodique, sa période grand T est liée à la vitesse angulaire par la relation. Alors, T est égal 2pi sur oméga. Donc, je peux écrire aussi oméga est égal à 2pi sur T. Alors, on sait que la vitesse linéaire, elle est liée à la vitesse angulaire par la relation. Vitesse linéaire est égale le rayon fois la vitesse angulaire. Donc nous avons celle-là. Je remplace oméga, donc ça donne V est égal R fois 2pi divisé par T. Je peux l'écrire aussi 2pi R sur T. Alors maintenant, V carré, on enlève au carré, est égal celle-là au carré. 4 pi carré R carré divisé par grand T. On a déjà démontré que V carré est égal G grand M T divisé par petit r. Donc, je vais la remplacer ici. J'aurai donc grand G M T divisé par R est égal à 4 pi carré R carré sur T. Je déplace T carré. Je déplace, donc ici, on enlève au carré, ça donne carré. Donc, on déplace R carré ici, ça donne G M T divisé par R au cube est égal 4 pi carré sur T carré. Je déplace T carré vers le haut et G M T vers le bas, c'est-à-dire je fais la permutation. Donc, j'aurai T carré divisé par R au cube est égal 4 pi carré divisé par G M terre. Celle-là, c'est une constante. Donc, elle s'appelle la troisième
loi, la troisième loi de Kepler. La troisième loi de Kepler. Voilà, j'ai redémontré la troisième loi de Kepler. La troisième loi de Kepler. Oui, Largat. Voilà le T carré. C'est bien. Alors, maintenant, on passe à la question suivante. La question 4. Calculer la période du satellite. Calculer la période du satellite Météosat et montrer qu'elle est géostationnaire. Alors, calculer la période donc quatrièmement, donc pour calculer la période de, c'est-à-dire la période de Météosat, je peux travailler avec celle-là, je peux travailler avec la relation aussi. Nous avons T est égal à 2pi sur oméga. Nous avons oméga est égal à V sur R. Donc, T est égal à 2pi divisé par V fois R. Donc, T est égal à 2pi divisé par V et R, c'est RT plus H. Et la vitesse, il a été déjà calculée. D'accord? Donc, je peux la calculer avec celle-là. Ou bien, je peux la calculer avec la troisième loi de Kepler. Puisqu'on a déjà calculé la vitesse, donc T pour Météosat. Alors, nous avons T est égal à 2pi divisé par la vitesse qu'on a déjà calculée. Météosat, c'était 3000, donc 75, 3075. Alors, multiplié par R'. Donc, la valeur de R', c'est 6380 km, plus le H, c'est 35 800, tout ça en kilomètres. Donc, on doit multiplier par 10 à la puissance 3 pour la convertir en mètres. Donc, 6380 plus 35 800 multiplié par 1 10 à la puissance 3. Alors donc, le T, il est égal à 86 186,91 secondes. Donc, on va la calculer en minutes. On va diviser par 60. Donc, T est égal à 86 186,91 divisé par 60. Donc, ça donne en minutes. Donc, 86, 186 est égal à 1436,44. 1436,44 minutes. Donc, on va la comparer avec, ou bien on va la garder si vous voulez, puisque, bon, il est ici en minutes. Donc, alors on va comparer celle-là avec la durée du jour sidéral. C'est 86 186
64. Qu'est-ce que je constate ici? Je constate que T, il est sensiblement égal à la période de révolution de la Terre autour de son axe, c'est-à-dire autour d'elle-même. C'est-à-dire que la période de révolution de la Terre autour d'elle-même, elle est égale à la période de rotation du satellite. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les deux satellites ils vont tourner dans le même sens et avec la même vitesse angulaire, c'est-à-dire avec la même période. Donc, on dit que ce satellite-là, et il se trouve en plus de ça à l'équateur, donc on dit que c'est un satellite géostationnaire. C'est un satellite géostationnaire. Donc, le satellite est géostationnaire. Donc, le satellite est géostationnaire. Alors, qu'est-ce que ça signifie aussi satellite géostationnaire? Un satellite géostationnaire, c'est un satellite qui apparemment, il est immobile par rapport à un observateur sur la Terre. C'est-à-dire, lorsqu'on regarde le satellite de la Terre vers le haut, on constate qu'il se trouve dans la même position. Mais en réalité, il bouge. Mais comment il bouge? Il tourne dans le même sens que la rotation de la Terre et avec la même vitesse angulaire, c'est-à-dire avec la même période. Donc, nous avons T satellite est égal T Terre, voilà, évolution de la Terre autour d'elle-même. Donc, le satellite météosat, alors, et géostationnaire. Et géostationnaire. Alors, le petit r, d'après le schéma, regarde, pour les gens qui n'ont pas bien saisi, petit r, c'est cette distance. Voilà. Petit r, c'est celle-là. Donc, c'est celle-là. Donc, elle est égale à quoi? Elle est égale à grand R plus petit h. Donc, le petit r est égal à grand R terre plus petit h. D'après le schéma. Donc, petit r, c'est la distance du centre d'inertie du satellite vers le centre d'inertie de la Terre. H, c'est la distance entre le centre d'inertie et la surface de la Terre. Et ça, c'est le rayon de la Terre. Donc, H plus R est égal à petit r. Le rayon de la Terre, il est noté R-Terre. Il est noté par RT, non pas par grand R. Il est noté par l'exercice, il l'a noté par RT. Alors, est égal à la valeur, c'est le RT, c'est 6380 km. Alors, 6300 km, ce sont parmi les données de l'exercice. Les données de l'exercice. Voilà, vous avez R-Terre, voilà la valeur de R-Terre, la valeur de G et la durée du jour sidéral, la masse de la Terre. Alors maintenant, on va passer à la question 5.
Alors la question 5. Sachant que la force d'attraction universelle est égale au poids des satellites dans le champ de pesanteur terrestre. Montrez que l'intensité de champ de pesanteur terrestre, G est égal grand G M terre, divisé par R terre plus petit h au carré. Et après, calculer G0, l'intensité du champ de pesanteur terrestre à la surface de la Terre. Donc, cinquièmement, sachant que la force d'attraction universelle. Alors, la force d'attraction universelle, c'est F. Bon, le vecteur F, Terre, satellite, est égal grand G, grand M, Terre, petit m, sur R carré, fois petit m. On a démontré, voilà l'expression. Maintenant, le module, ou bien la mort, le module. Le module et j'enlève le petit m, j'enlève la flèche. F, Terre, satellite est égal grand G, M Terre sur petit r carré. D'après l'exercice, F Terre, F, T, S est égal le poids. Le poids, c'est-à-dire, est égal à M fois G. Donc, j'aurai ici grand G, grand M, petit m, voilà, petit m, terre, divisé par r carré est égal à m fois g. Je simplifie le m. Qu'est-ce qu'il reste? G est égal à g grand M divisé par r carré. Je remplace le petit r par, alors petit r, c'est r terre plus h. Donc, j'obtiens la relation suivante. Donc, petit g est égal à g grand M terre divisé par grand R t plus h, le tout au carré. Donc, c'est là, c'est l'intensité du champ de pesanteur à l'altitude h. Donc, intensité du champ de pesanteur à l'altitude, la pesanteur terrestre à l'altitude petit h. Alors, 5.2, calculer G0, l'intensité du champ de pesanteur terrestre à la surface de la Terre. Donc, à la surface de la Terre. 5.2, à la surface de la Terre. À la surface de la Terre, nous avons H est égal à 0. Et
G est égal à G0. Donc, je remplace ici par 0. Ça donne G0 est égal à G M terre divisé par R terre au carré. Voilà. Donc, on calcule G0. G0 est égal, la valeur grand G, c'est 6,67 10 moins 11. 67 10 à la puissance moins 11 fois la masse de la Terre 5,98 5,98 10 à la puissance 24 divisé par R Terre 6380 10 à la puissance 3 le tout au carré. Je l'ai converti en mètres. Donc on calcule G0 . Alors ça donne G0 est égal à 9,799 mètres par seconde carré. Donc il est égal à 9,8 mètres par seconde carré. 9,8 mètres par seconde carré. Doha refait le calcul. Faraji refait le calcul. Oui, Bassam. Très bien. Boujabal aussi. Adam aussi. Alors, la dernière question. Trouvez l'expression de G en fonction de G0, RT et petit h. Trouvez l'expression, c'est-à-dire la relation entre donc 5, 3. Donc, je vais effacer tout ça. On n'a pas besoin. Donc 5, 3. Alors nous avons G est égal G grand M terre divisé par R terre plus H au carré. Voilà. Et nous avons G0 est égal G M terre divisé par RT au carré. Donc d'après celle-là, je trouve Gm terre est égal à celle-là fois celle-là. Donc Gm terre est égal à G0 fois R terre au carré. Je remplace ici. Donc j'aurai G est égal G0 R terre au carré divisé par R terre plus H le tout au carré. Aussi, je peux l'écrire sous forme G0 facteur de R terre divisé par R terre plus petit h le tout au carré. Donc, G est égal G0 facteur de R terre divisé par R terre plus H le tout au carré. Alors, maintenant, l'exercice est terminé. Donc, je vais essayer de vous donner un plus, quelque chose que votre prof ne vous a pas enseigné en cours. Bon, regardez. Donc, ça, c'est la fin de l'exercice. Donc là, c'est une remarque, c'est un plus. Remarque.
Remarque. Alors, l'expression de G si H est très inférieur devant R'. Alors, regardez qu'est-ce que je vais faire. G est égal à G0 facteur de R' divisé par R' plus H, le tout au carré. Alors, en bas, je vais factoriser R'. Donc, G est égal à G0, alors, facteur, donc R', ici, je factorise R', facteur de 1 plus H sur R', le tout au carré. Je simplifie R' avec R', il reste G est égal à G0, alors, fois 1 sur 1 plus H sur R', le tout au carré. Je peux l'écrire aussi, G est égal à G0 divisé par 1 plus H sur R', le tout au carré. Alors, nous avons une propriété. Nous avons une propriété, nous avons x. Alors, x plus un nombre y à la puissance n. Alors, il est sensiblement égal à x plus ny, x moins y à la puissance n, il est sensiblement égal à x moins ny, si y est très inférieur devant 1. Si, alors y c'est un nombre, d'accord, qui est très petit devant 1. Donc je peux remplacer x plus y par x plus ny, multiplié par. Alors ici, nous avons 1 plus h sur r' au carré. On veut la chercher. On sait que h est très inférieur à r'. Donc, h divisé par r' est très inférieur devant 1. Donc, je peux écrire 1 plus h sur r' au carré est sensiblement égal. Bon, attends là. Donc, on va chercher nous. Celle-là, je peux l'écrire aussi à la puissance. Voilà. G0 facteur de 1 plus h divisé par r' à la puissance moins 2. Donc, nous, on va chercher le 1 plus h sur r' à la puissance moins 2 est égal à quoi? Donc, puisque h est très inférieur devant rt, je divise par rt, h sur rt très inférieur devant 1, donc 1 plus h sur rt à la puissance moins 2, il est sensiblement égal à 1 moins 2 h sur rt. Donc, je le remplace ici. Qu'est-ce que j'obtiens? G est égal à G0 facteur de 1 moins 2 h divisé par rt. Alors, celle-là, valable si h est très inférieur devant rt. Par exemple, pour h est égal à 10 mètres, 20 mètres, 100 mètres, enfin 100 mètres, 10 mètres, 200 mètres devant 6300 km, donc il est négligeable, donc ce n'est pas la peine de travailler avec la relation principale. Alors, la relation principale, celle-là, on peut aussi démontrer cette relation. Alors, c'est une relation que vous devez connaître, mais à condition, on va vous donner cette propriété. Voilà, la propriété, c'est que 1 plus un nombre qui est très inférieur devant 1 à la puissance n est égal à x plus n fois ce nombre. Donc, c'est comme le cas
Lorsque vous faites, par exemple, 1 plus 10 à la puissance moins 7 à la puissance 400, ce n'est pas la peine de faire ce calcul, donc il est sensiblement égal à 1 plus 400 fois 10 à la puissance moins 7, directement. D'accord? Si vous avez 1 moins 10 à la puissance moins 7, 10 fois à la puissance 400, donc vous pouvez l'écrire 1 moins 400 fois 10 à la puissance moins 7. Voilà la relation. Donc, c'est terminé. J'espère que vous avez bien révisé le projectile et, disons, mouvement d'un satellite autour de la Terre. Donc, les séances prochaines aussi, je vais essayer de faire d'autres exercices. Bon, il nous reste une leçon, bien, il nous reste une partie parce que c'est 3 leçons. Les oscillateurs mécaniques, c'est-à-dire le pendule élastique, le pendule de torsion et le pendule pesant. Donc, on a largement le temps pour les traiter, mais avant de les traiter, il faut s'assurer que les premières parties de la mécanique, d'accord, les premières parties de la mécanique sont bien assimilées parce que ils vont assister beaucoup sur les premières parties de la mécanique. D'accord? Ça ne signifie pas qu'ils ne vont pas donner les dernières leçons. Ils peuvent donner les dernières leçons, mais ils vont être, si on vous donne un exercice qui contient les dernières leçons, ce sera un exercice très simple par rapport aux exercices de la première partie de la mécanique, c'est-à-dire le mouvement sur le plan horizontal, le plan incliné, mouvement circulaire, mouvement parabolique, chute verticale avec frottement, les satellites, la particule chargée dans un champ magnétique et la poulie, c'est-à-dire le mouvement de rotation. Salam alaikum, à la prochaine, Inch'Allah. Alors, donc,